Peut-être aussi parce que je suis la plus ancienne. Donc d'abord, je pense qu'il faut que je me présente, peut-être en quelques mots. Donc je suis physicienne, je suis à la retraite depuis maintenant 12 ans. J'étais, comme vous l'avez dit, professeure à l'école polytechnique. Je n'étais pas la première femme à enseigner là-bas, mais la première à atteindre le grade le plus élevé du corps enseignant. Et donc, je suis à Question Femmes et Sciences en France depuis 1992. Donc, j'ai vu passer beaucoup de choses. Certaines ont été réalisées, d'autres sont des leitmotifs qui restent encore. Et donc, j'ai été active en France, et je continue à l'être, et aussi au niveau européen. Donc, je pense que pour la France, il est préférable que je laisse Sylvaine Turchez expliquer le type d'action que nous faisons et que je me concentre sur ce qui est particulier, c'est-à-dire le niveau européen. Il se trouve donc que je suis actuellement la présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques, en anglais European Platform of Women Scientists, EPWS, qui est en fait une association qui a été créée à l'initiative de la Commission européenne. Alors là, il faut peut-être que je fasse un petit résumé. Donc la Commission européenne s'est occupée très activement de la question de la place des filles et des femmes en sciences à partir de 1998, mais dans une approche allant du haut vers le bas. Et en même temps, c'est dit qu'il fallait peut-être aussi faire remonter de par les femmes scientifiques un message vers la Commission. Et donc, après avoir réuni les réseaux de femmes scientifiques, il y a eu un projet européen en 2005 pour créer une structure qui les fédère, qui est un peu l'équivalent pour les femmes scientifiques du lobby européen des femmes pour plus généralement ce qui se passe pour les femmes. Donc, en fait, cette structure qui a été un projet est aussi une association internationale de droit belge, l'équivalent d'une association 1901, et donc qui regroupe des membres qui sont des associations comme Femmes et Sciences, comme Femmes et Mathématiques que vous avez entendu, comme Femmes Ingénieurs, mais à travers l'Europe entière, et puis aussi des membres individuels, donc, dont le principal objectif est plutôt politique, c'est-à-dire d'apporter le message des femmes scientifiques européennes au niveau des institutions européennes, la Commission, le Parlement européen. Voilà. Et puis, alors évidemment, le fait que soient ensemble des associations de pays différents ou des scientifiques de pays différents, ça amène à un rôle de mise en réseau qui est fort intéressant, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, il y a un accent particulier sur le genre, la recherche sur le genre, l'inclusion du genre dans les sujets de recherche. On sait qu'il y a des domaines où il est évident que si on ne regarde pas séparément les femmes et les hommes, leur impact, aussi bien dans les transports qu'en médecine, eh bien, on est faux, parce que, évidemment, les besoins des uns et des autres, ou la culture des uns et des autres n'est pas la même. Et voilà, donc ça c'est le point 1 peut-être. Alors maintenant, je vais dire un petit mot sur la façon dont l'Europe s'articule sur ce problème. Le fait que depuis donc 1998-2000, l'Europe se soit vraiment investie parce que étaient entrés dans l'Union européenne des pays nordiques qui étaient très, très avancés par rapport aux autres sur ce genre de sujet, a attiré les autres pays. Alors en particulier en France, s'il y a eu création en 2001 d'une mission parité au ministère de la Recherche et d'une mission parité au CNRS, c'est parce que quelqu'un de la Commission était passé à ce moment-là en expliquant que dans d'autres pays, il y existait des structures et qu'il n'y avait rien en France. Ça a impulsé quelque chose qui ensuite est resté. Donc ça, c'est important. Et puis, tous les efforts de sensibilisation qui ont été faits au début, ça a eu des impacts dans tous les pays, en particulier en France. Alors, la politique européenne de la Direction générale recherche concerne en premier lieu les femmes dans les métiers. Et en second lieu, la motivation des jeunes pour les métiers scientifiques et techniques, mais cette partie-là est effectivement prise en compte par la Direction générale recherche. En ce moment, il y a un projet qui s'appelle Hypatia, qui lie des musées de sciences et Univers Sciences, la Villette, le Palais de la Découverte. C'est la tête de pont française de ce projet européen. Donc il y a cette partie qui est plutôt culture scientifique, ou analyse. Il y a eu aussi autrefois, il y a quelques années, une analyse des raisons pour lesquelles les étudiants n'allaient pas en sciences. Donc ça a été des projets européens qui se sont déroulés. Et maintenant, leurs grands axes, c'est une meilleure participation des femmes dans les projets de recherche déposés auprès de l'Europe,
une meilleure place des femmes dans les lieux de prise de décision de la science et une introduction de la dimension du genre dans la recherche, toujours la même chose, c'est-à-dire enrichir les projets de recherche par ce point de vue. Alors, ce qu'ils font, à part payer des projets, et c'est quand même assez conséquent parce que je crois que les 17 derniers projets qui étaient axés sur la place des femmes et des hommes dans la science, on va dire, eh bien, c'était 40 millions d'euros. Donc c'est quand même de l'ordre de 2-3 millions d'euros par projet, et il y en a beaucoup, donc c'est quand même beaucoup d'argent mis là-dedans. Alors par ailleurs, il y a un gros travail de statistiques sexuées, et tous les 3 ans, on sort un livre comme ça, je vais vous montrer vers les caméras, voilà, pour qu'ils voient, qui s'appelle She Figures, c'est-à-dire les statistiques She de elle, hein, pas de lui, de elle. Et donc, il y a 150 pages de statistiques commentées sur la place des femmes, les carrières, l'argent par personne, dans le privé, dans le public, et il y a tous les pays d'Europe, plus ceux qui sont associés au programme cadre, et on peut voir où est la France. Et elle n'est pas si bien que ça. Elle est juste en dessous de la moyenne. Voilà, donc c'est stimulant d'une certaine façon, et en fait très intéressant pour des gens qui veulent analyser la problématique de tout ça. Je reviendrai sur cette position. Voilà. Donc, parce qu'il faut toujours regarder derrière les chiffres. Après, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il y a aussi, évidemment, la taille du pays. Je veux dire, quand on voit que les républiques baltes sont en tête pour le pourcentage de femmes, ce n'est pas la même échelle que chez nous. Ce n'est pas non plus les mêmes réputations de laboratoire, ce n'est pas non plus les mêmes moyens. Peut-être que c'est des pays où les hommes sont partis parce que les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Enfin, il faut analyser. Mais enfin, déjà, d'avoir des données compilées correctement et comparatives, c'est extrêmement important. Alors, au niveau de l'évolution, on se rend compte qu'il y a des pays qui étaient complètement à la traîne et qui sont passés devant parce qu'ils ont mis des moyens financiers très importants pour pousser les femmes. Ça, c'est le cas de la Suisse. Ça a duré 15 ans. Ils étaient, quand nous on était à 15%, eux ils étaient à 5% de femmes parmi les professeurs d'université, et aujourd'hui nous sommes à 18-20%, eux ils sont à 24%. Mais c'est interactif. La Suisse a financé quel type d'action? Alors, donc en fait ce qu'ils essayaient de pousser, c'est qu'il y ait plus de femmes parmi les professeurs. Donc ils finançaient des actions à l'intention de l'équivalent des maîtres de conférences de chez nous, pour les mettre en valeur, pour améliorer leur dossier, pour qu'ensuite elles puissent être candidatées avec, alors c'est-à-dire payer des séjours à l'étranger, des séminaires, des activités de ce genre pour améliorer leur dossier, je dirais. Et puis, ça a été de l'argent public bien utilisé parce que les résultats ont progressé. Mais ça a marché, oui, oui, bien sûr. C'est ça que j'ai essayé de dire dans mon papier. C'est que si vous laissez, de toute façon, naturellement, comme les effectifs montent un peu, il y a une progression. Mais si on veut que ça soit une progression importante, ça ne peut pas se faire sans moyens. Donc la réponse helvétique, ce n'était pas uniquement de la sensibilisation, c'était des actions. Cibler des gens. Cibler, on était dans l'opérationnel. Oui, absolument. C'était des programmes très précis qui visaient à faire une forme de discrimination positive. L'équivalent de la CPU en Suisse. Ça s'appelle la conférence des recteurs, qui ciblait, et ça voulait dire aussi payer des personnes dédiées dans les universités pour s'occuper de l'égalité femmes-hommes. En France, il y a maintenant, par la loi Furaso, je pense, dans les universités, des personnes qui sont nommées. Mais il n'y a qu'à l'université Paris Diderot que ce sont des personnes qui ne font que ça et qui sont payées pour ça. Les autres ont ou n'ont pas des décharges, et c'est des niveaux de poste très variables d'un endroit à l'autre, tandis que là, ils ont créé des bureaux universités avec des gens qui avaient des salaires. Ça coûte beaucoup d'argent, évidemment, les salaires cumulés des gens. Donc c'était effectivement, comme vous le dites, Monsieur Viry, opérationnel. Alors après, c'était pour une période limitée, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, ils ont dit chaque université, chaque grande école suisse va se débrouiller pour poursuivre. Alors évidemment, ça pose un problème parce que le financement retombe sur d'autres, mais bon, il y a eu une impulsion quand même. Alors après, on peut dire, peut-être qu'ils ont épuisé le vivier, que maintenant, il n'y a plus assez de femmes maîtres de conférences pour passer professeur. Bon, c'est le deuxième ordre. Mais enfin, le premier ordre, c'est que ça a donné une impulsion quand même très, très importante. Alors, la dernière chose, après, je ne voudrais pas quand même monopoliser, c'est donc, au niveau européen, voilà, que fait une association comme la nôtre? Elle essaye de tirer la sonnette d'alarme chaque fois qu'il y a des
disons, des projets, des changements de programme cadre qui sont faits et que le genre pourrait passer à la trappe. Parce que, évidemment, il y a des gens comme ceux qui sont dans la salle qui ont envie qu'on s'occupe de ce problème, mais il y en a d'autres qui ont envie qu'on s'occupe d'autre chose. Et donc ça fait partie des luttes d'influence. Et aussi bien au moment où on discutait le programme cadre actuel, Horizon 2020, que maintenant qu'on est en train de préparer le programme cadre FP9 qui va commencer en 2020, à chaque fois, il y a des menaces pour dire ah ben, le genre va être intégré dans l'ensemble, enfin ça va disparaître, etc. Et donc il faut qu'il y ait du lobbying, disons le mot, hein, à la fois des pays qui sont modifiés pour que ça demeure, et puis des associations pour essayer d'écrire aux différents parlementaires européens et puis au président de la Commission, etc., pour dire que ce n'est pas possible comme ça. Et je dois dire avec tristesse que quand on écrit aux parlementaires européens français, on n'a pas toujours énormément de réponses sur ce genre de sujet. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que peut-être que vous en connaissez. J'ai une petite question. Quels sont les pays qui sont les plus moteurs aujourd'hui? Alors il y a des pays où c'est absolument évident. La Finlande et la Norvège, ça fait très très longtemps qu'ils font ça, et ils ont des structures, et c'est dans leur mode de pensée directement. Après, parmi les individus qui sont députés, il y en a quelques-uns qui sont très motivés. Par exemple, il y a un député belge, il y a une commission au Parlement européen qui s'appelle FEMM, qui est égalité et hommes-femmes aussi. Hein. Il y en a une autre, celle qui s'occupe de la recherche, s'appelle ITRE, Industrie, Recherche, Technologie, je ne sais pas. Bon, voilà. Et il y a un député belge, par exemple, qui a, à la suite d'une lettre qu'on avait envoyée, parce qu'on avait l'impression que la Commission n'allait pas faire ce qu'elle avait dit de faire, a interpellé, alors qu'il était belge, je veux dire, mais il était très motivé sur la question, il en existe aussi. Et bon, la Commission n'aime pas bien que le Parlement l'interpelle en disant « vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez ». Donc il y a quand même toujours une espèce de rapport de force pour arriver à ce que les choses se maintiennent. Parce que, évidemment, il y a aussi le discours de certaines grandes institutions de recherche qui disent s'occuper d'aller pointer combien il y a de femmes et d'hommes dans les projets, ça nous fait perdre du temps, on a mieux à faire que ça. Donc, c'est toujours en compétition avec autre chose. Et à titre d'information, comment se positionnent les pays latins? Alors, en Espagne, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec le gouvernement d'avant. Ils ont mis en place beaucoup de choses et je pense que pas mal est resté. En Italie, alors il y a l'équivalent du ministère des droits des femmes qui est rattaché au Premier ministre, qui est assez actif pour coordonner des projets européens. Alors après, au niveau de... Ah oui, alors dans ces pays-là qui ont eu quand même des problèmes économiques, le financement de l'Europe pour la recherche est quelque chose de très important. Parce qu'ils ont un manque de crédit, je pense, pour le fonctionnement de leur laboratoire. Donc, de ce point de vue-là, ils répondent nettement plus que nous, je pense, à ces offres-là, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Après, que ça change la société de la communauté du monde scientifique, c'est pas sûr. Mais ils sont plus présents que nous sur ce plan, autant que je sache. Merci Claudine Hermann. On va passer à votre voisine.